Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Alors ce soir, je vous propose d'abord de parler de mode, puisque nous serons avec la directrice générale d'Etam, Patricia Tranvoise, le secteur de la lingerie qui doit faire face à pas mal de défis, le digital, la RSE et puis évidemment les pénuries, on en parlera dans un instant. Des pénuries, on en parlera également avec Johan Petiot, c'est le directeur général de l'Alliance du commerce. Il sera avec nous pour faire un point justement sur la situation. Ensuite, on essaiera de voir comment l'accord Arena essaie de se réinventer. Non, ce ne sera plus uniquement un lieu de vie nocturne, mais un lieu de vie tout court. C'est ce que viendra nous expliquer son directeur général. Et puis on terminera avec les plantes et comment rendre l'eau solide pour économiser justement cette ressource. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et on commence cette émission avec Patricia Tranvoise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Etam. Il y a une dizaine de jours, vous faisiez votre show annuel sur le parvis de l'Opéra Garnier. C'est un événement important chaque année pour votre marque. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi c'est important quand on est une marque de lingerie de faire un show comme ça, parce que vous êtes une marque grand public. On peut vous voir partout sur Internet. Pourquoi à un moment, vous éprouvez le besoin de faire un show en physique et diffuser en live partout ? Alors, c'est un besoin pour la marque Etam parce que oui, nous sommes une marque grand public, mais avant tout, nous sommes une marque de lingerie de mode. Et du coup, cet ancrage dans la mode, le fait de défiler et de présenter nos collections auprès du grand public, mais aussi auprès de la presse et des influenceurs est très, très important. Et puis, c'était un moment de partage. Nous, on est une marque qui partage beaucoup et qui est très proche des femmes. C'est une marque de femmes qui parle aux femmes. Et donc, ce show, c'est aussi un moyen de partager cet esprit très joyeux qui est très propre à la marque Etam. Donc, partager les nouvelles collections, partager cet esprit de fête et de joie, et puis partager un bon moment, puisque nous faisons venir des artistes, des influenceurs, des mannequins, et cette année de la danse. Et tout ce qu'on voit au moment du défilé se retrouve ensuite dans vos boutiques, où il y a une part quand même qui est là juste pour le show ? Alors, il y a à peu près plus de 80% des produits qui ont été présentés dans ce live show cette année qui sont en boutique. Donc, soit maintenant, soit à Noël prochain. Et nous mettons la collection du défilé dans nos magasins depuis le lendemain du live show. Donc le live show était à 21h. À 21h30, il était en live shopping sur Internet et donc sur le site. Et le lendemain matin, dans tous les magasins du monde, la collection du défilé était en magasin. Ça doit être un casse-tête logistique incroyable. Oui, ça fait partie du métier. Alors, quelles sont les retombées justement après en termes de vente, en termes d'image ? Alors, ce sont des retombées d'abord en termes d'image, parce que c'est vrai que c'est le moment de présenter notre savoir-faire. Comme vous savez, Etam, c'est une marque qui a plus de 100 ans, qui a un vrai savoir-faire corsetier. Nous avons des équipes dans notre tech center du nord de la France qui sont là, et ce sont elles qui présentent, qui travaillent ce défilé. Donc, c'est un moyen d'exprimer ce savoir-faire et l'aspect très mode de la marque. Les retombées sont qualitatives et aussi quantitatives en termes de visibilité. C'est vrai que c'est un moment que tout le monde attend. C'est un moment qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est avant tout regardé par les femmes. Donc c'est ça, oui, parce qu'en fait, elles sont intéressées de voir comment on va exprimer la féminité de 2021. Donc effectivement, il y a la collection, il y a la joie, il y a le fait de présenter aussi avec des mannequins qui ont des corps plus ou moins plantureux. Et ça, c'est aussi très important. Donc je pense que c'est un rendez-vous et qualitatif et quantitatif. Et ensuite, on a effectivement une visibilité très forte. Là, on a plus de 230 millions de vues grâce au digital et des millions et des millions grâce à la télévision et grâce à la presse. Et ce, malgré la panne d'Instagram qui est tombée le même jour. Vous utilisez pas mal les influenceurs. C'est un passage obligé pour vous d'aller faire du marketing d'influence, d'avoir des jeunes femmes sur Instagram qui parlent peut-être à une cible qui soit assez jeune pour vous ? Alors, oui, l'influence est absolument clé. Mais ce n'est pas une question d'aller chercher une cible jeune. C'est une question de... comme je le disais juste avant, nous sommes une marque de femmes qui parlent aux femmes. Et la lingerie est
est un élément extrêmement intime. Donc, quand une femme parle de ce qu'elle a aimé, de ce qu'elle porte ou de ce à quoi elle croit, elle a beaucoup plus de puissance que si je placarde juste une publicité. Et en fait, les deux vont ensemble. Donc, notre choix d'influence est aussi un choix de femmes qui aiment la marque, qui la portent et qui choisissent les produits dont elles ont envie de parler. Donc, c'est pas, on paye pas n'importe quelle influenceuse, c'est un travail d'accompagnement, de choix. Et seules les influenceuses qui aiment nos produits et qui les portent et qui les aiment travaillent avec nous. Sinon, on perdrait en authenticité. Et l'authenticité, pour moi, c'est absolument crucial pour une marque. Quelle est la cible alors? La femme Etam, elle a quel profil? Alors, la femme Etam la marque Etam est très particulière car nous avons autant de jeunes femmes de 20 à 25 ans, de 25 ans à 30, de 30 à 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50. Ah oui? Et j'ai rarement vu ça dans... Effectivement, c'est très, très surprenant. Très surprenant et je pense que c'est lié au fait que nous présentons des collections, non pas qui plaisent à tout le monde, mais nous présentons des collections qui... on a des collections qui plaisent aux jeunes femmes de 20 à 30 ans, des collections qui plaisent à des femmes plus mûres, des collections qui plaisent à des femmes plantureuses, des collections qui plaisent à des femmes malades, celles qui ont été atteintes d'un cancer. Et toutes les femmes peuvent se retrouver dans des collections différentes. Et c'est notre créativité, c'est notre façon d'aborder la diversité. Et après, je vais peut-être vous choquer, mais une femme de 40 ans peut avoir exactement la même envie qu'une femme de 25. J'espère, en fait. et voilà, tout ne se définit pas en fonction de l'âge, mais aussi en fonction de l'état d'esprit. Oui, bien sûr. Vous parlez beaucoup du digital et je comprends que c'est une verticale importante. J'imagine qu'en plus, avec les confinements qu'on a connus, ça a beaucoup pris d'ampleur. Quelle ampleur est-ce que ça a pris, justement, en termes de vente, le digital, pour vous, aujourd'hui ? Alors, les ventes du digital ont effectivement explosé. Maintenant, nous avons quand même plus de 80% de nos ventes qui sont faites en magasin. Et je pense que c'est très lié au fait que la lingerie est un moment... Il n'est pas seulement... on n'achète pas juste de la lingerie. Le moment d'achat est aussi un moment pour soi. Car vous êtes une femme, je suis une femme. Quand on va dans un magasin de lingerie... il n'y a plus de compagnons et il n'y a plus d'enfants. Donc, c'est aussi un moment de plaisir pour soi. Ces moments-là sont rares et donc le magasin et nos hôtesses de vente sont là pour faire de ce moment un moment, une bulle d'intimité, une bulle de plaisir, une bulle juste de ressourcement. Le fait d'aller dans un magasin de lingerie chez Etam, c'est un moment pour soi, en fait. Donc, voilà, Internet est extrêmement important, mais le plus important reste nos magasins. Ce qui m'intéressait quand j'ai fait quelques recherches sur ce que vous avez fait récemment, c'est la passerelle que vous essayez de faire entre le monde du digital et le magasin physique. Et j'ai vu que vous avez déployé, ou que vous êtes en train de déployer 6000 smartphones d'encaissement et de relations clients dans vos boutiques. Est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ça va servir concrètement ? Tout à fait. Alors, c'est déjà effectivement 6000 smartphones, c'est un très gros investissement. L'objectif est que à minima 80% de nos hôtesses de vente aient un smartphone en main ou dans la poche, mais pour pouvoir accueillir nos clientes. L'objectif, en fait, c'est de connaître la cliente quand elle arrive, de la connecter, pour que quand elle arrive, on aille droit au but, qu'on puisse connaître déjà ses envies, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé, pour finalement lui proposer les meilleures choses au bon moment. Ça, c'est très important. Et d'autre part, c'est de lui permettre, une fois qu'elle est rentrée chez elle, si des produits n'étaient pas en magasin, qu'elle puisse les retrouver, qu'on puisse la recontacter pour lui dire, voilà, ce produit-là que vous aviez aimé est là, ou celui que vous aviez aimé a fait un petit frère, une petite sœur. Donc, c'est aussi d'avoir cette relation et en même temps de permettre une fluidité. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que la plupart des femmes préparent leur visite en ligne, vont en magasin, puis retournent en ligne. Et d'autres vont en magasin et achètent en ligne. En fait, c'est circulaire. Donc, notre idée, c'est qu'il n'y ait plus de rupture
du tout entre le magasin et le cercle digital qui finalement fait partie de nos vies. Oui, bien sûr. Et alors, est-ce que ça a une incidence sur le taux de conversion, par exemple? Vous avez commencé à le mesurer? Pas encore. On est pas encore. On est au démarrage du déploiement. Ce qui est sûr, c'est que ça va vraiment permettre d'avoir une relation beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus forte, et je pense plus intéressante pour la cliente, au final. Ouais, l'idée, c'est de donner aussi envie aux gens de revenir en boutique, même si chez vous, j'entends que majoritairement, les achats se font encore en boutique. Oui, après, je pense que le fait de donner envie de revenir en boutique ou sur le site, chez nous, ça passe par la nouveauté, par la mode. Je vous disais, nous sommes une marque de lingerie de mode. Et nous sommes un peu les seuls. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. On est très 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 dans la tendance de la mode. Quand voilà, c'est la mode que ce soit par couleur ou par style ou par, je dirais, tendance sociétale. Donc ces changements font que nos clientes, elles viennent, elles reviennent. Puis après, la bienveillance qu'elles ont en magasin par rapport à qui qu'elles soient, on dit toujours chez Etam, toutes les femmes sont belles. Quand vous sortez d'un magasin Etam, si nous avons bien fait notre travail, vous vous sentez belle. Et donc, vous vous sentez forte. Et l'objectif, c'est que vous vous sentiez libre. Et prête à conquérir le monde, c'est ça? Exactement. Vous dites, vous accompagnez en fait la femme aussi dans les changements de mode et les changements sociétaux. Oui. Quel type de changements sociétaux vous faites référence? Alors, il y a beaucoup de changements sociétaux. Là, il y a un changement sociétal de fond qui est cette... je peux en parler de deux. Il y en a un qui est cette volonté, et ça a été accéléré par la crise Covid et le confinement, c'est la volonté de se sentir ultra confortable. Donc, de ne plus sentir sa Les lingerie. matières. Ouais. De ne plus sentir la matière. Donc, c'est un vrai défi d'innovation, ce qui est assez génial. Mais comment faisons-nous pour faire en sorte qu'une femme qui a besoin de soutenir sa poitrine quand même ne sente plus rien en termes de matière, de bretelles, de frottement. Et donc, c'est un accompagnement sociétal très fort. C'est-à-dire que cette envie et ce besoin de ne plus sentir ses sous-vêtements, sa lingerie, et d'être dans une notion de liberté du corps très forte. Après, il y a un autre accompagnement, c'est les fortes poitrines. Il y a de plus en plus de fortes poitrines. Les corps changent, en fait. Les corps des jeunes et des femmes changent. Donc, accompagner. Donc là, nous lançons une gamme pour poitrine voluptueuse, on va dire. Et donc, E, F, G, vraiment mais aussi belle et aussi mode que toutes les autres... Et aussi confortable, parce que, pardon, mais techniquement, ça doit être compliqué quand même. Encore plus confortable, parce que avant, pour te soutenir des fortes poitrines, nous utilisions des armatures, des coques. Ouais. Là, nous lançons des gammes avec une nouvelle collection où même les fortes poitrines ont le droit à pas d'armature, pas de coque. Et donc, ce sont des vrais défis technologiques qu'on a réussi là pour cette gamme, d'avoir des nouvelles formes d'élastique qui maintiennent des nouvelles formes de matière, des nouvelles dentelles qui maintiennent au lieu de soutenir. Et ça, c'est un travail incroyable. Et on est très fiers de réussir à le faire. Et puis après, il y a l'autre tendance sociétale qui est cette volonté d'avoir un impact positif sur la société et donc la transformation complète de nos matières, de notre supply chain pour être une marque réellement éco-responsable. Et on avance très très vite. Vous avez dit, je crois que d'ici 2025, 81% de l'offre serait éco-responsable. Alors oui, j'aimerais que ce soit minimum, on vise plus. D'accord. Sachant que déjà cette année, nous sommes à plus de 54%. Donc on a fait un énorme pas. En fin 2019, on était à moins de 10%. Donc en 2 ans, nous sommes passés de moins de 10% à 54%. Et l'année prochaine, nous serons à 65% normalement. Comment vous avez fait? Vous avez changé les matières, changé les origines, changé les lieux d'implantation des usines? C'est un travail extrêmement complexe qui est mené avec toutes les équipes.
Et vraiment, c'est toutes les équipes ensemble, que ce soit la création, les chefs de produits, les achats, la supply chain. Donc, c'est un travail qui se fait effectivement sur les matières, sur le sourcing, sur même la façon de produire. Je vais vous donner 2 exemples très nouveaux. Cette année, nous avons mis, donc c'était en juillet, nous avons lancé une gamme de lingerie en teinture végétale. D'accord. Donc voilà. Là, nous avons aussi lancé une gamme où la gamme a été colorée sans eau. C'est-à-dire que nous utilisons l'impression de dentelle et non pas non pas des bains de coloration. Donc, ce qui est bon, c'est que ces changements de fond de la société nous obligent à nous bouger Oui, et à innover. Et du coup, c'est un cercle vertueux. C'est vraiment un très beau cercle vertueux. C'est-à-dire on fait mieux tout en accompagnant cette transformation de la société. Et ça ne vous contraint pas à faire des collections qui soient peut-être moins ambitieuses, avec des renouvellements moins fréquents, peut-être moins de références, pour pas justement partir... Alors, en sur des fait, choses il qui y a, sont, 2 éléments. Nous, on a des collections. La collection est vraiment répartie en deux types de produits. Nous avons la lingerie permanente qui est là et qui dure et qui voilà. Et on a, comme nous sommes une marque de mode, Oui, on est obligé de se nous avons renouveler, des ouais, collections, bien sûr. mais nous faisons des collections avec des quantités de plus en plus limitées pour justement limiter les stocks restants. Donc en fait, là-dessus, nous dosons vraiment les quantités pour limiter les produits qui ne seraient pas vendus ou utilisés. C'est toujours dans cet esprit-là que vous avez eu l'envie aussi de vous lancer sur le segment des culottes menstruelles, par exemple? Oui, alors c'est exactement dans cette logique, c'est-à-dire comment accompagner les femmes sur... c'est quand même un moment de vie important puisque c'est quand même 5 jours par mois. Donc c'est pas un petit moment, Non. c'est 5 jours par mois qui sont importants et qui empêchent une certaine forme de liberté. Donc comme notre moteur chez Etam, c'est de dire aux femmes sentez-vous libres. Mm. Effectivement, nous sommes allés sur ce créneau et nous venons de lancer notre culotte menstruelle. Mais au lieu de la lancer comme une culotte, je dirais, normale, nous lançons la culotte menstruelle en coton, en microfibre, en dentelle, aussi belle que toute autre culotte. Et puis on lance le soutien-gorge qui va avec, ce qui fait que quand vous aurez vos règles, que vous portez une culotte menstruelle d'Etam avec son soutien-gorge, vous êtes exactement comme les autres jours, sauf que vous êtes sereine, libre et rassurée. Mais ça doit nécessiter beaucoup de R&D, non? Oui, on a une très grosse équipe, donc ce que nous appelons le Tech Center, qui est à Marc-en-Barreuil, dans le nord de la France. Et toute la création, tout ce travail technique d'invention, d'innovation est partagé entre les équipes parisiennes et les équipes techniques que je salue au passage, parce qu'elles ont fait un travail absolument merveilleux là, qui sont donc dans le Nord. Et ce sont vraiment un travail main dans la main. Et puisque c'est Octobre Rose, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, mais là aussi, vous avez travaillé sur les femmes qui ont subi des opérations suite à des cancers? Oui, donc nous avons lancé l'année dernière une gamme de lingerie, de soutien-gorge et donc de culottes associées, mais post-mastectomie. Donc pour des femmes qui effectivement ont malheureusement subi une opération. Et l'idée, c'était justement de se dire, la gamme s'appelle Yes, qui est un cri de victoire. C'est-à-dire, voilà, une fois qu'on a subi une opération comme ça, comment on reste femme, on redevient, on retrouve sa féminité et on se réconcilie avec son corps. Donc ça participe, cette gamme participe à cette idée parce que effectivement, l'objectif c'était de donner aux femmes une lingerie aussi belle que la lingerie pour des femmes qui n'ont pas subi d'opération. Évidemment, travailler de façon technique pour que ce soit absolument parfait pour elles et ça corresponde à des difficultés ou en tout cas des besoins particuliers en termes de douceur, en termes de soutien et en termes de mise en place de la prothèse. Et à côté de ça, l'idée c'était aussi de reconnaître que ça fait partie malheureusement de la vie des femmes. Et là, nous avons lancé des maillots de bain aussi.
post-mastectomie, que nous continuons. Et cette gamme, nous la continuons cette année. Nous avons lancé des nouvelles couleurs pour Octobre Rose. Et nous travaillons avec une association contre le cancer pour continuer en fait cet accompagnement des femmes, de toutes les femmes. Aujourd'hui, c'est important pour une marque de prendre des engagements forts comme celui-là? Je pense que c'est important si ça vient du cœur et si c'est vrai et authentique. C'est-à-dire que je pense que pour Etam, c'est évident, c'est une marque qui accompagne les femmes depuis 1916. Donc c'est pas juste pour faire du marketing. Ça fait partie de l'ADN de la marque. Donc et de nos valeurs. Dans les valeurs de la marque, c'est la bienveillance. La première valeur de la marque, c'est la bienveillance. L'excellence et l'élégance. Donc en fait, mais la bienveillance, c'est extrêmement important. Et cette proximité avec la femme, elle est là, elle a toujours été là et elle sera toujours là. C'est pas, en tout cas pour nous, c'est pas une mode. Et cette inclusivité, ce côté très proche de la femme, c'est la marque en fait. Ça fait vraiment partie de la marque. Je voudrais quand même qu'on dise un mot des pénuries là, qui touchent à peu près le monde entier en ce moment. Comment ça se ressent chez vous? C'est douloureux, très douloureux. Nous avons là en ce moment des millions de produits qui sont en retard. Nous n'avons qu'à peu près 15 à 20% de nos collections qui sont arrivées à l'heure. Nous pensons que nous aurons à peu près toutes les collections pour Noël. Mais c'est extrêmement douloureux, forcément. On manque de taille, les collections arrivent en retard. Mais bon, il faut faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Les collections qui sont en magasin sont là. Ça fonctionne, les femmes les aiment. Voilà. Et il faut, de toute façon, nous sommes dans des métiers dans un monde très complexe et il faut réussir à avancer dans cette complexité. Et ça ne va pas générer une hausse de prix quand même à un moment? Si, nous allons être obligés d'augmenter certains prix, pas tous les prix, mais certains prix, parce que la pénurie de transport fait que nos coûts de transport augmentent de façon plus que significative, très fortement. Et donc, le coût du fret est passé de 2 000 à 18 000. Il y a déjà beaucoup de marques qui ont augmenté les prix et nous sommes en train d'augmenter certains prix en essayant de minimiser cette augmentation au strict minimum. Mais nous allons être obligés de le faire. Et pour revenir sur ce que vous disiez, et ce sera le mot de la fin, sur l'inclusion, vous n'avez pas eu envie d'inclure les hommes à un moment? Vous dire, on fait une collection aussi pour les hommes? Pour l'instant, nous sommes une marque de femmes qui parle aux femmes et je pense qu'on a tellement de choses à faire encore avec les femmes que pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Merci beaucoup Patricia Tranvois. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Etam. Merci beaucoup. Et je suis maintenant avec Nicolas Dupeux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Accor Arena. Alors, c'est un lieu qui est en pleine transformation. Vous voulez convertir cet espace, principalement nocturne, en lieu de vie ouvert toute la journée. Est-ce que c'est la crise sanitaire qui vous a poussé à cette transformation ou finalement, est-ce que vous aviez engagé cette réflexion avant? On avait engagé cette réflexion avant. La réflexion était nourrie par le fait de dire comment est-ce qu'on peut amplifier l'expérience spectateur. Vous venez à un concert, comment est-ce qu'on peut prolonger cette expérience? Donc, on avait eu des réflexions. Et c'est vrai que cette crise sanitaire, finalement, plutôt que de se morfondre sur notre situation, on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin dans cette réflexion. Pour nous, ça a été une sorte de période d'accélérateur de transformation. Et on a travaillé sur tous les projets et on les a mis en œuvre là, dès la rentrée pour vraiment avoir cette transformation du lieu d'événement en lieu de vie. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cet Accor Arena nouvelle version? On va trouver en fait une multitude d'activités qui viennent enrichir et prolonger l'expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on a ouvert un food court, premier food court français, qui est ouvert tous les jours. Oui. Vous pouvez venir les jours d'événements, mais en dehors des jours d'événements. Oui, il est venu en parler dans Smart Food, justement. Exactement. Ouais, on a ouvert aussi le premier bar dédié à Johnny Hallyday, le Johnny's Bar. Johnny, il a fait 101 concerts à l'Arena, donc c'est vraiment le chanteur mythique. Donc on est venu créer un bar qui lui est ouvert de 17h à 2h du matin. D'accord. On ouvre... Qui est concert ou pas concert? Qui est concert ou pas concert. Tous les jours de la semaine, enfin, du mardi au samedi. Et puis on ouvre au mois d'avril une nouvelle salle qui s'appelle Fantôme,
qui est une salle qui est dans l'Arena, en fait, située dans l'Arena, qui sera le plus grand lieu d'événementiel festif. Et C'est une boîte de nuit, quoi, c'est ça? C'est un lieu d'after-show. L'idée, c'est vous sortez d'un concert, il est 23h, et là, vous êtes au summum de l'excitation et de l'émotion. Et généralement, on vous dit, prenez le métro, rentrez chez vous. Nous, Ça casse un peu ça la casse dynamique. l'ambiance. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est prolonger cette expérience, continuer à vivre ces grands moments autour de la musique, mais ça ne va pas être fait n'importe comment. C'est-à-dire que la programmation de Fantôme sera liée à la programmation de la grande salle. C'est-à-dire quand vous aurez un concert rock, il y aura un after-show rock. Quand il y aura un concert électro, un after-show électro. Et ça va permettre comme ça de prolonger jusqu'à 5h du matin. Et ça sera aussi ouvert sur d'autres jours où nous, on n'a pas forcément de concert dans la grande salle. Et enfin, la dernière activité qu'on ouvre à la fin de l'année, c'est du coworking. Donc là, c'est plutôt pour les entreprises. On ouvre 200 postes de coworking dans nos salons pour accueillir des entreprises, des indépendants, des freelances qui veulent venir dans un lieu un peu mythique, un peu différent pour venir travailler. Alors sur l'espace after show, comme vous dites, je vois bien effectivement l'idée de j'ai une audience qui est là et je retiens mon audience qui va continuer, j'imagine, à dépenser. Ok. Sur le coworking, je vous avoue que je suis assez dubitative. Je me suis dit moi-même, est-ce que j'aurais envie d'aller dans un lieu que j'imagine sans fenêtre pour aller travailler? Je suis pas sûre. Alors, il y a deux choses. D'abord, pourquoi est-ce qu'on fait du coworking? Nous, on accueille à la fois du grand public, des spectateurs, mais on accueille aussi toute une partie d'entreprises dans ce qu'on appelle des politiques d'hospitalité, de programmes VIP. Et ce qu'on veut, c'est développer là le côté networking, se faire rencontrer des entreprises, se faire rencontrer des patrons. Donc, on vient élargir ce temps qui était juste pendant les concerts à la journée. Comme ça, vous pouvez venir travailler dans la journée, rencontrer d'autres entreprises, faire un peu de business, et puis le soir, passer un... Pourquoi les gens vont venir? Pourquoi nous, on est persuadés que les gens vont venir? Parce qu'il n'y a pas que la lumière du jour. En fait. D'abord, on a des salons à la lumière du jour, mais à la rigueur, il n'y a pas que ça. C'est que vous venez travailler un peu dans les entrailles de la plus grande salle de spectacle. Et finalement, vous venez travailler là. C'est chargé d'émotions, c'est chargé d'histoire. Et vous venez travailler dans un lieu mythique. Et ça vient dépasser, je pense, un petit peu le côté, oui, on n'est pas un bureau à la Défense avec des lumières vues du 40e étage sur Paris. Mais honnêtement, quand vous direz dans 10 ans, moi, j'ai travaillé pendant 6 mois au sein de l'Accor Arena. Et puis, le soir à 18h, quand j'avais envie, je pouvais aller voir un artiste parce que j'avais un peu de temps et j'allais voir les concerts comme ça. Puis, quand je n'avais pas envie, je n'y allais pas. On vous dira, vous aviez quand même une vraie chance, je pense. Mais il faut réserver avant pour les concerts. On peut pas dire juste j'y vais comme ça, si? Non, on prévoira justement pour nos clients coworking la possibilité en last minute d'assister au concert et de rester en fait pour la soirée. Ah oui, là je comprends mieux. Mais en revanche, ce n'est pas du tout votre métier de faire des espaces de coworking, de faire de l'after-show, comme vous dites, c'est pour ne pas dire boîte de nuit. Vous travaillez tout seul sur ces projets-là ou vous êtes associé à des gens? Non, on est en association, en collaboration sur l'ensemble de nos projets. C'est-à-dire que nous, notre point premier, c'est vraiment ce concept de prolonger et enrichir l'expérience. Après, on imagine, on travaille, on brainstorm sur des idées et on rencontre les meilleurs. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas nos spécialités le coworking, ce n'est pas nos spécialités les after-shows. Il y en a pour qui c'est leur spécialité et donc on s'associe avec eux. Donc en l'occurrence, sur le Fantôme, ça sera Paris Society, Laurent de Gourcuff qui gère les plus beaux lieux parisiens qui va venir opérer ce lieu-là. Et sur le coworking, ça sera IWG Regus avec sa marque lifestyle qui s'appelle Spaces qui va venir opérer le coworking. Donc nous, on vient toujours s'appuyer, et sur le food court, vous avez rencontré des entrepreneurs qui avaient l'envie de changer de vie et d'aller vraiment sur quelque chose qui soit les produits de la région française. C'est ça, nous, notre point, c'est s'associer avec les meilleurs. Et je pense que c'est ça qui fait la force, c'est de ne pas avoir la prétention de dire qu'on va tout faire, mais c'est plutôt avoir la prétention de dire qu'on va offrir la meilleure expérience, et pour ça, il faut collaborer avec les meilleurs. Vous êtes un peu en test and learn, vous pourriez tester d'autres choses? Alors, on est en réflexion permanente. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter là. On est déjà en train de travailler sur une deuxième étape, une troisième étape. On veut enrichir notre offre d'activité. Parce que être ouvert tous les jours pour tout le monde toute l'année, on ne peut pas dire que l'after-show, le coworking et la restauration, ça suffit. Donc, on est en train de travailler sur d'autres activités autour du loisir, de l'entertainment ou du sport. Et notamment, on espère en tout cas, ouvrir rapidement un playground de basket
On espère rapidement aussi pouvoir faire l'été du cinéma de plein air. Ça, sur l'Accor Arena. En fait, à l'entrée de l'Arena, vous avez une casquette qui est au-dessus de la séquence d'entrée, des portes d'entrée, qui est une sorte de grande plateforme. Vous pourriez très bien imaginer, comme à la Villette, d'avoir un écran géant et vous êtes assis dans des transats et vous regardez ça. Et puis, on regarde aussi pour faire du karaoké. On regarde aussi pour faire une multitude d'activités pour dire, voilà, mais ça doit toujours avoir un sens. Nous, notre sens, c'est que ça doit avoir un rapport soit avec le spectacle, soit avec le sport, soit avec une passion, en fait. On ne le fait pas gratuitement. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir faire, par exemple, du bowling. Le bowling, il n'y a pas vraiment de rapport avec une salle de spectacle. Le cinéma, il y en a. Parce qu'on peut très bien imaginer d'avoir une diffusion d'un film en avant-première dans la salle, et puis après, pendant une semaine, d'avoir des films toute la soirée, toute la nuit autour de l'Arena. Donc voilà, on est en train de développer ça. Et notre projet, c'est vraiment d'être un lieu de destination multi-activités, multi-loisirs, multi-passions. Vous allez ouvrir une Accor Arena 2, enfin une Arena 2, avec donc toujours ce même positionnement sport et concert. C'est un autre grand lieu parce que je cherche mes chiffres, mais c'est 8000 places, je crois, 100 événements par an. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour autant de lieux, parce qu'il y en a une autre à La Défense, il y en a une autre à je ne sais où. À Paris, ouais, c'est à un moment, il n'y a pas trop d'offres. Alors, l'Arena, qui sera située Porte de la Chapelle, qui s'appelle aujourd'hui Arena Porte de la Chapelle, elle est construite dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle va accueillir les épreuves de badminton, de para-haltérophilie. Oui, mais il va falloir la faire durer après. Et après, donc nous, on va l'exploiter. Cette Arena de 8000 places, il va y avoir aussi 3500 mètres carrés de lieux de vie et 2 gymnases. Et on va dupliquer ce qu'on est en train de faire à l'Accor Arena à la Porte de la Chapelle, en créant ce lieu de destination qui sera ouvert aussi tous les jours. Sur la programmation, aujourd'hui, le marché du live, il est en explosion. C'est-à-dire que le nombre de concerts ne cesse de croître. Alors, en dehors des 18 mois qu'on vient de vivre, bien sûr. Mais il ne cesse de croître. Nous, on a une programmation qui est avec une visibilité qu'on n'a jamais connue jusqu'à mi-2023. Avec tous les reports en même temps. Avec les reports, mais aussi parce que, le modèle économique des artistes, aujourd'hui, c'est plus la vente de support. Ça repose sur les concerts. 2, on se rend compte que dans notre société, étonnamment, alors qu'on est très connecté et déconnecté par tous les outils digitaux, on a besoin de vivre des moments de reconnexion, en fait. Et on se rend compte que le live, notamment les concerts, comme les événements sportifs, c'est des moments qui sont très forts, qui nous ont beaucoup manqué, je pense quand même. J'espère que ça vous a manqué pendant 18 mois. Qui nous ont beaucoup manqué, parce que c'est des moments où on vit quelque chose, en fait. Et le marché, il explose de 15-20% chaque année. Donc, il y a de la place. Maintenant, c'est sûr que ça va... il y aura un peu de concurrence aussi. On ne va pas tout à fait se mentir. Il y aura un peu de concurrence. On ne sera pas en concurrence avec la Défense, qui est plus important. On sera plutôt en concurrence avec le Zénith de Paris. D'accord. Vous allez aussi reprendre au mois de novembre l'exploitation du Bataclan. Oui. Là, j'imagine, c'est plus compliqué de se dire on va réinventer ce lieu-là. C'est plus sensible, on va dire. Ce qui nous a un peu nourri là-dessus, c'est que nous, notre actionnaire principal, c'est la ville de Paris. Et quand il y a eu des réflexions sur le Bataclan, nous, on a estimé que notre mission, c'était aussi d'exploiter des lieux mythiques. Et le Bataclan est un lieu mythique. Oui, bien sûr. Et la ville avait aussi envie, compte tenu de son histoire récente, un peu difficile, de se dire comment est-ce qu'on peut participer à réimpulser quelque chose. Donc le Bataclan, nous, on est persuadé que c'est un bijou, en fait. C'est un bijou parce que c'est une marque qui est très forte, c'est une salle iconique, qui a une vraie histoire et qui a connu un moment très difficile. Et je pense que l'idée, c'est pas de fermer le bouquin et de tout jeter, c'est pas ça. L'idée, c'est d'être capable d'écrire un nouveau chapitre. Et je crois que justement, le changement d'exploitant permet d'apporter cette écriture d'un nouveau chapitre sans oublier son histoire et son devoir de mémoire. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Et notre envie, c'est de revenir à des basiques du rock. C'est d'en faire la salle rock parisienne, française, internationale, comme vous en avez à Londres, à New York, et de se dire, ben voilà, on parle rock, on parle du Bataclan, on parle du Bataclan, on parle rock. C'est un peu ça notre ambition. Il y a un côté un peu, je dirais pas nostalgie, mais on voit bien aujourd'hui dans les marques qu'on a envie de revenir vers
des choses qui nous rassurent un peu, en fait, vers des racines. C'est un peu ça qu'on veut faire, tout en intégrant aussi quand même à la fois les associations de victimes, à la fois tous ceux qui ont vécu cette histoire-là pour qu'ils soient partie prenante au projet. Merci beaucoup Nicolas Dupeux. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Accor Arena. Et on poursuit cette émission avec Yoann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez 760 enseignes, plus de 26 000 points de vente. Et j'étais tout à l'heure avec la directrice générale d'Etam et on parlait des pénuries qui touchent les enseignes de vêtements notamment. Quels sont justement les secteurs qui sont concernés? Parce qu'on parlait des vêtements, mais il y en a d'autres. Oui, alors moi j'ai essentiellement dans ma fédération essentiellement des acteurs de l'équipement de la personne, donc du vêtement et de la chaussure. C'est vrai que ces deux secteurs sont très touchés par ce qui se passe aujourd'hui sur le fret maritime et notamment, alors vous avez parlé habillement, mais la chaussure est également très touchée avec des retards de livraison importants, même dans certains secteurs des pénuries aussi de produits. Oui, et je lisais que certains magasins n'avaient reçu que 30 à 40% de leurs commandes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que ça peut mettre en péril la saison d'hiver, les ventes de Noël, et si je me projette un tout petit peu plus loin, les soldes d'hiver aussi ? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on est en pleine reprise. Pour remettre dans le contexte, on est après une crise de 18 mois où le monde s'est un peu arrêté. Il y a une reprise mondiale extrêmement importante qui a créé un engorgement dans les usines, dans les ports en Asie, également aux États-Unis. On l'a vu avec les récentes annonces de Joe Biden. Ouais. Si on cumule à cela que les usines en Asie ont été très souvent arrêtées du fait de cas de Covid, c'est pas... Il y a un effet domino. Il y a un effet domino qu'on retrouve en France chez les acteurs avec un double impact. D'abord, celui de la hausse du coût du fret maritime. Là où vous pouviez payer un container avant la crise entre 2 000 et 4 000, 5 000 $, vous pouvez le payer aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 $, ce qui a pour effet d'augmenter très fortement vos coûts de transport. Et le deuxième impact, vous en avez parlé, ce sont les retards de livraison. Là où vous mettiez entre 30 et 40 jours pour faire Chine-France, vous pouvez parfois aujourd'hui mettre le double de temps. Donc, en conséquence très concrète pour les opérateurs, c'est déjà un coût en plus qu'il faut assumer dans ces marges. Et on en parlera peut-être, mais ce n'est pas le seul coût qui augmente. Il y a le coût des matières premières qui augmente aussi de manière très très forte actuellement. Et puis, c'est aussi un impact sur l'activité, parce que si vous n'avez pas le bon produit au bon moment, c'est une vente en moins. C'est une vente en moins, c'est une activité que vous ne faites pas. Et c'est sûr qu'on s'approche d'une période de l'année qui est essentielle dans notre secteur, que sont les fêtes de fin d'année. Donc, c'est important qu'on puisse avoir le bon produit au bon moment et ne pas le recevoir trop tard. Vous avez l'impression que c'est structurel ou que c'est passager et vous commencez à avoir des signes d'amélioration ? Non, ce que l'on pense, c'est que c'est du conjoncturel, mais du conjoncturel qui va être très long à reprendre un rythme normal. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'amélioration à court terme, mais on pense que toute l'année 2022 va être sujette à ce type de difficultés. Ah oui, c'est ça, c'est toute l'année prochaine encore, quoi. Oui, parce que c'est extrêmement long. Comme on l'a dit, c'est une chaîne mondiale. Est-ce que la crise Covid est véritablement derrière nous ou pas ? On espère passer le meilleur hiver, mais ce n'est pas encore totalement sûr. Et c'est vrai qu'il faut à la fois que les États-Unis reprennent un rythme normal, pour qu'après l'Europe derrière, enfin c'est toute une chaîne mondiale qui doit reprendre un rythme d'activité normal et ça mettra plusieurs mois à rentrer dans l'ordre. J'évoquais aussi tout à l'heure avec la directrice générale d'Etam une hausse des prix. Plusieurs enseignes l'ont annoncé. Etam disait qu'effectivement, l'année prochaine, ils allaient y venir aussi. Néanmoins, j'imagine que c'est impossible pour une enseigne de répercuter totalement la hausse de ses coûts, que ce soit les coûts des matières premières, comme vous disiez, ou la hausse des coûts de transport quand on voit le coût du fret multiplié par 10. Quoi. Et ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est à un moment où tous les coûts augmentent. On a parlé du coût du fret, il y a les coûts des matières premières, le coton augmente. Si on est vers des matières qui sont responsables, qui sont plus écologiques, les prix augmentent encore plus, qu'il y a une demande très forte sur le plan mondial. Mais les coûts d'exploitation aussi augmentent très, très fortement. Vous avez les loyers des magasins qui augmentent très, très vite. On voit qu'il y a aussi une revalorisation des salaires extrêmement importante en cette fin d'année avec le SMIC. Donc, c'est l'ensemble des coûts auxquels doit faire face une entreprise qui augmente. Donc, c'est vrai, au bout d'un moment, elles ont conscience quand même qu'il faut préserver le pouvoir d'achat en fin de chaîne, mais elles ne peuvent pas assumer tous les coûts dans leur modèle. Donc, c'est sûr, à court ou moyen terme, il y aura forcément une partie qui sera répercutée dans les prix aux consommateurs. Vous parliez des loyers, notamment. Vous avez demandé un gel des loyers au gouvernement. Est-ce que vous avez été entendu ? Alors, on n'a pas encore été entendu à ce jour
J, Ouais. où on se parle, mais il y a un moment très important qui va se passer pour le commerce d'ici à la fin de l'année. Ce sont les assises du commerce qui ont été annoncées par le président de la République, qui seront organisées par Bercy, par le ministre Alain Griset, à partir de la fin novembre et sur tout le mois de décembre. Ouais. Et c'est sûr que c'est un point essentiel qu'on mettra, nous, au cœur de nos demandes, qui est de geler cette indexation pour les années à venir et surtout de travailler sur cette indexation. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les loyers des magasins sont indexés sur un indice qu'on appelle l'ILC et qui a augmenté au deuxième trimestre 2021 de 2,6%. Ça, c'est une indexation quasiment automatique qui va s'imputer sur le coût de votre loyer dans les mois à venir. Donc, Moi, je ne connais pas bien cette ILC. Il se calcule comment? C'est quoi? Qu'est-ce qui justifie une hausse de 2,6%? Il y a 3 composantes qui composent cette ILC. La première, c'est l'indice du coût à la construction. Donc, on voit bien que dans le BTP, tous les coûts aussi augmentent, tous les coûts des matières augmentent. La deuxième composante, c'est l'inflation. On voit bien que l'inflation aussi augmente. Et la troisième composante, c'est le chiffre d'affaires du commerce de vente au détail, qui lui, au global, a tendance aussi à augmenter. Donc ces 3 composantes augmentant, de fait, on a un ILC qui est en forte hausse. Il s'était calmé un peu durant la crise, mais là, à la période de reprise, il reprend une hausse assez importante et ça va peser sur l'exploitation des magasins dans les mois à venir. Alors, pour revenir sur les magasins, j'ai lu chez vous, sur votre site, que les magasins d'habillement ont enregistré une baisse de chiffre d'affaires de 5,5% en septembre, 21% depuis le début de l'année par rapport à 2019, parce qu'effectivement, il faut prendre une année normale. Je suis assez surprise que ça continue de baisser. Le digital ne compense pas aujourd'hui ? Alors non, le digital ne compense pas et ça continue de baisser. Alors pour refaire un peu un historique, l'année dernière, on a fermé 3 mois et demi. Sur toute l'année, on était environ à moins 20% de chiffre d'affaires aussi. En 2021, certaines enseignes ont fermé 3 mois et demi leurs magasins aussi, certains de leurs magasins, parce qu'il faut bien se rappeler que les premières fermetures ont commencé le 1er février pour les magasins en centres commerciaux et qu'ils n'ont réouvert que le 19 mai. Donc ça fait 3 mois et demi de fermeture, soit la même période de fermeture que celle que nous avions connue en 2020. Donc ce qui explique ce moins 20% sur l'année. Après, on a connu quand même à la réouverture, c'est-à-dire juin, juillet, août, une reprise plutôt satisfaisante avec un chiffre d'affaires plutôt positif par rapport à 2019. Donc, ce qui était encourageant, c'est vrai que le mois de décembre a été un peu freiné. On a connu une rentrée plutôt décevante. Donc maintenant, tout repose sur cette fin d'année, en espérant qu'on n'ait pas à refermer comme l'année dernière au mois de novembre et qu'on puisse réussir véritablement ces fêtes de fin d'année. Il y a quand même peut-être un petit souci de fréquentation, parce que je voyais que la fréquentation aussi continuait de reculer. Donc, ce n'est pas juste que les gens viennent et ne dépensent pas, c'est que les gens ne viennent pas, en fait. C'est vrai, vous l'avez dit, au mois de septembre, on était à moins 5% d'activité et à moins 14% sur la fréquentation. Donc, c'est une baisse de la fréquentation extrêmement importante. Alors, c'est un changement de tendance aussi qu'on observe, pas seulement sur le mois de septembre, mais depuis 18 mois maintenant, depuis le début de la crise, une forte baisse de la fréquentation en magasin, et qui est notamment vrai dans les centres commerciaux et dans les centres-villes. À la différence, on voit que les magasins en retail park, en périphérie des villes, ne souffrent pas trop de cette baisse de fréquentation. Ça s'explique parce que les clients ont fait le choix d'aller plutôt vers des magasins où ils pouvaient accéder facilement avec leur voiture, dans des magasins de grande surface où ils n'étaient pas collés les uns aux autres. Donc ça s'explique aussi par la crise. Et c'est vrai que c'est un mouvement qu'on observe maintenant depuis 18 mois de baisse de la fréquentation, ce qui est extrêmement important, parce que quand on fait moins 14, vous pouvez imaginer que ça se voit. Mais à l'inverse, on observe aussi un meilleur taux de transformation. C'est-à-dire que les gens qui font le choix de venir en magasin transforment leur achat, achètent. On est passé d'un shopping plaisir, du lèche-vitrine, à un shopping peut-être plus efficace. D'accord, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour inverser la tendance, selon vous, pour que finalement cette fréquentation arrête de baisser ? Je pense que là, si on est dans un moment vraiment de reprise, que le Covid est de plus en plus derrière nous, les gens vont retrouver une certaine confiance aussi, un certain plaisir à se promener dans la rue, à venir se promener dans les centres-villes, à retourner vers leurs centres commerciaux. Donc on peut espérer que ça revienne quand même au fur et à mesure que la crise s'éloignera. Merci beaucoup, Yoann Petiot. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Alliance du commerce. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et je suis maintenant avec Samuel Philibert-Charles, fondateur de Berger World. Alors vous, votre mission, c'est de rendre l'eau pour les plantes solide. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez eu l'idée de vous lancer là-dedans ? Alors oui, vous l'avez bien dit, déjà c'est une mission, effectivement.
Alors, la première idée de pouvoir se lancer dans l'idée de Berger World, donc Berger, c'est celui qui prend soin, et puis World, le monde, donc celui qui va prendre soin du monde. Notre idée première, c'était d'abord d'avoir une solution qui permette de lutter contre le réchauffement climatique, et puis surtout de pouvoir contribuer à une véritable volonté, celle qu'est l'eau, une ressource qui est aujourd'hui et qui devient encore plus, même dans nos contrées, de plus en plus rare. Donc la genèse un petit peu de ce produit, la genèse de la solution Berger World, c'est le fait, premièrement, que, pour vous raconter même le détail, j'ai eu une fille il y a 3 ans, donc la société a presque 4 ans maintenant, et je me suis posé la question, mais quelle est la matière, quel est le matériau qui permet de retenir le liquide dans la couche ? Et puis, en allant encore plus loin dans notre réflexion, nous avons trouvé une recette et on s'est dit, mais cette recette, elle pourrait être aujourd'hui exploitée pour ceux qui en ont véritablement besoin, c'est-à-dire toutes ces contrées qui sont dans une contrainte totale au niveau de la ressource qui est l'eau, puisque l'eau, c'est la vie. Et effectivement, dans les endroits où il n'y a pas d'eau, on assiste à des véritables drames. Donc notre première volonté, c'est pour ça qu'on a nommé cette société avec nos associés Berger World, notre première volonté, c'était d'avoir une solution qui puisse répondre à un besoin par rapport à une ressource. Et en faisant cette recette, on s'est rendu compte, après avoir utilisé cette solution sur le terrain, que finalement la contrainte de l'eau et la contrainte qui étaient les contraintes climatiques, elles amenaient aussi des contraintes financières. Très très compliqué de pouvoir utiliser une technologie quand on est dans des endroits où finalement on n'a rien. Donc notre volonté a été de pouvoir commercialiser, de pouvoir trouver vraiment un angle d'attaque sur un marché, notre marché aujourd'hui européen, commercialiser une solution de manière à pouvoir avoir un effet levier pour que les contrées qui en ont vraiment besoin, qui sont en train de souffrir aujourd'hui de ce manque de ressources d'eau, puissent pouvoir bénéficier de cette solution. Alors, votre solution, ce sont des cristaux, c'est ça qu'on enterre. Alors, vous allez m'expliquer comment ça fonctionne, parce que je ne suis pas spécialiste, mais en gros, on enterre, si j'ai bien compris, vos petits cristaux au pied des racines des plantes. Quand on arrose, ça garde une partie, ça fait de la rétention d'eau, en fait. Tout à fait. Je comprends bien. Et ensuite, ça libère quand les plantes en ont besoin. Tout à fait. Alors, en fait, on est dans le même principe qu'une éponge. D'accord. Donc, on va avoir des cristaux qui sont semblables à du sel de Guérande. Mhm. On va pouvoir mélanger au substrat, la terre. Une fois qu'on a mélangé nos cristaux avec le substrat, le phénomène de l'eau, donc que ce soit de la pluie, que ce soit de la rosée, va engendrer le fait que ces cristaux vont gonfler, vont absorber l'eau. Et puis ensuite, après, la nature ayant bien fait les choses, les plantes vont pouvoir fixer leurs racines dans ces cristaux et elles vont utiliser l'eau de la même manière que lorsqu'une plante se situe à côté d'un cours d'eau. Donc elles vont vraiment se servir de l'eau quand elles en ont besoin. Il n'y a pas de produit, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un procédé chimique, donc ça dénature pas le sol. Ça ne dénature pas le sol et c'est la nouveauté justement du produit Berger World. Parce que l'hydrorétenteur est vieux, ça fait très longtemps que ça existe pour tous les spécialistes, les réservoirs d'eau solide, les cristaux. La solution aujourd'hui Berger World est une solution qui est totalement biodégradable et qui va même jusqu'à enrichir le sol. Donc on est dans une démarche plutôt positive. Donc les anciennes solutions qui existaient contenaient, je ne vais pas faire de la chimie, mais contenaient des acrylamides. Aujourd'hui, les acrylamides ont été notés par l'OMS comme étant des perturbateurs endocriniens. Donc pas possible d'utiliser ces cristaux d'eau solide pour pouvoir produire de la nourriture, en fait, tout simplement, des légumes, tout ce qu'on va pouvoir manger. Aujourd'hui, avec notre solution, on est dans une démarche où on ne fait pas de mal à la terre. On est plutôt dans une démarche où on restitue à la terre sa vraie richesse. Parce que finalement, la terre, normalement, elle a la capacité nécessaire de retenir l'eau pour une production. Seulement, l'agriculture intensive a un petit peu changé tout ça, je peux dire. Et ça dure combien de temps ? C'est quoi la durée de vie de vos cristaux ? Alors, c'est la magie, en fait, de la chose. Parce qu'une fois qu'on va utiliser les cristaux et une fois que les cristaux seront dans la terre, on a une durée de vie de 5 ans. Donc, pendant 5 ans, on va avoir un effet de gonflement, de rétention d'eau et le fait de le restituer à la plante. Et j'imagine que vous avez fait des mesures. Qu'est-ce que ça permet de gagner en économie d'eau, par exemple, d'arrosage ? Alors, dans les mesures qu'on a dans nos contrées à nous, puisqu'après, ça dépend de la qualité de la terre, Bien sûr. On va jusqu'à 80% d'économie d'eau. Donc, on est véritablement dans une solution, puisque
En fait, le principe de l'arrosage, c'est quoi? C'est doucher les racines. Et avec une solution telle que nous proposons aujourd'hui, les cristaux, la plante va pouvoir planter ses racines et se servir de l'eau pour pouvoir nourrir la. C'est-à-dire que quand j'arrose ma plante, je vais faire un schéma, c'est fini l'eau qui coule en dessous. En fait, vos cristaux, ils retiennent et ils relibèrent, et moi, cette perte, elle n'existe plus. Alors, Schématisme, mais c'est ça. c'est quasiment ça. C'est quasiment ça. Parce que aujourd'hui, avec une cuillère à café de nos produits, qui correspond à peu près à 5 grammes, on va retenir 1 litre d'eau. Avec 5 grammes, vous retenez 1 litre d'eau? C'est ça. Ah oui, donc je comprends mieux les 80%. D'accord, Voilà. je vois. Mais alors, la cible, c'est immédiate. C'est les gens, les particuliers qui ont des plantes, un jardin. Alors, comme je vous disais, il a fallu qu'on puisse trouver une application. Donc, notre première application, c'était de se dire, puisque notre volonté première est de distribuer le produit à ceux qui en ont véritablement besoin. Et c'est pour ça que, quand on présente Berger World, on dit souvent, nos collaborateurs, on dit, nous ne sommes pas une marque de jardin. Bien que nous servons à ça. La capacité... C'est votre produit d'appel pour C'est notre ensuite... produit d'appel, Ouais. exactement. D'accord. Donc, notre première volonté, notre première cible, c'était de d'abord présenter ce produit au grand public, de manière à pouvoir faire du volume. Donc, cet effet levier sur la tarification pour qu'on puisse le donner, si je puis dire, à ceux qui en ont véritablement besoin. Alors, dans cette première cible, on a la ménagère. Et pour l'application pour laquelle nous mettons notre produit aujourd'hui en valeur, c'est dire, par exemple, vous partez en vacances, vous allez utiliser notre produit, vous allez être tranquille, vous n'avez plus besoin de confier vos clés à vos voisins pour qu'ils puissent arroser vos plantes, si tant est que vous avez considéré que vos plantes n'étaient pas que des objets de déco et vous avez envie de les retrouver vivantes quand vous allez rentrer à la maison. Ça, c'était notre première application. Donc ça, c'est le lancement qu'on a fait à partir du mois d'avril de cette année, 2021, où nous sommes aujourd'hui sur certains points de vente et puis des marketplaces. Et puis, dès 2022, on va proposer notre produit aux collectivités locales, puisque l'enjeu d'avoir une municipalité fleurie est encore très fort dans nos esprits. Et puis, c'est quand même un des premiers acteurs qui dépense de l'eau, en fait. Oui, c'est vrai. Pour qu'on puisse avoir de belles fleurs, il faut savoir que ça coûte de l'eau et que l'eau est une véritable ressource, hein, il faut encore le dire. Et donc, ça, c'est notre deuxième cible. Et puis après, avec les années qui viendront, l'agriculture, pourquoi pas. Alors, ça veut dire qu'il faudra produire en masse pour le coup, là. Exactement. Ça veut dire qu'on va commencer à produire de plus en plus. Donc là, on a déjà un panier de commandes qui commence à se remplir. Et puis, ça va aller de plus en plus. L'idée première étant évidemment de pouvoir contribuer à ce réchauffement climatique de manière positive, contrer un petit peu tout ça, chacun à notre manière. Donc chaque personne chez soi, c'est sûr, ne se rend pas compte un petit peu puisque tant qu'on a de l'eau qui coule au robinet, et puis soyons clairs, hein, c'est pas l'arrosage de nos plantes qui participe à la déforestation ou je ne sais quoi, hein. Mais depuis chez nous, on peut avoir une action avec une application qui nous rend service sur tout ça. C'est l'effet colibri. Vous produisez où, là, actuellement? Alors actuellement, c'est un peu un patchwork entre l'Allemagne, la Hollande et puis la France. Pourquoi ces 3 pays-là? Tout simplement parce que ça nécessite une certaine technologie. Aujourd'hui, nous exploitons, si vous voulez, une recette. Et puis pour faire cette recette, comme pour un gâteau, on a besoin d'avoir différents chefs et puis on a besoin d'avoir un grand four. Et donc, on a cherché un petit peu partout, le plus près possible, où est-ce que nous allions pouvoir, on va dire, orchestrer tout ça. Merci beaucoup Samuel Philibert-Charles. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Berger World. Bismart, l'émission, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et puis dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.